Bonjour. Alors, nous sommes dans le chapitre sur la régulation de la glycémie, qui fait intervenir notamment le pancréas. Pour ce chapitre, je vais faire plusieurs vidéos, parce qu'une seule vidéo pour tout expliquer, ce serait long à faire, et puis long pour vous à suivre. Donc je vais faire ça en plusieurs parties, et aujourd'hui je vais présenter ce qui est indiqué ici, les principaux organes qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Sachant qu'il y a vraiment deux organes en particulier qui sont le foie et le pancréas. Les expériences, on les a vues en cours. Je passerai rapidement dessus. Je vais surtout fixer les choses d'un point de vue anatomique. Euh, Lorsqu'on enlève le foie, il y a donc hépatectomie. Ça, c'est un terme quand même à connaître, hein. Le fait d'enlever le foie, on a une diminution de la glycémie qui peut aller jusqu'à la mort. Donc, cet organe intervient dans la régulation de la glycémie. Expérience très importante et qui prend appui sur ce schéma. On va mesurer la glycémie dans ces différents vaisseaux sanguins. Le vaisseau numéro 6 ici, le vaisseau numéro 9. Alors pourquoi on fait ça? Il faut d'abord bien comprendre l'irrigation du foie. Le sang arrive hématosé en rouge. J'ai pas mis de légende, mais c'est vrai que en regardant le schéma, je le vois. Il faudrait indiquer la légende sang rouge hématosé. Donc, il provient de l'artère aorte, qui provient du cœur. Cette artère aorte en un va distribuer le sang par d'autres artères à différents organes. L'artère hépatique en 2, l'artère mésentérique qui amène le sang au niveau de l'intestin. Le foie, ici, va recevoir du sang et de l'artère hépatique et de la veine porte hépatique. Et lorsque vous allez manger un repas riche en glucides, que ce soit des sucres complexes comme l'amidon, qui va apporter, en le digérant, programme de première, des monomères de glucose dans le sang, à ce niveau-là, au niveau des capillaires intestinaux, au niveau de ces capillaires, dans le sang ici, après un repas riche en glucose, on va voir que la glycémie va augmenter. Et le sang arrive au foie par la veine porte hépatique. C'est un vaisseau qui relie l'intestin au foie. Donc ce vaisseau est très important et l'expérience va porter notamment sur la mesure de la glycémie dans ce vaisseau. Il y a des capillaires hépatiques, ici, on a le foie, et le sang quitte le foie par une veine sushépatique, vaisseau numéro 9. Donc on va également mesurer la glycémie dans ce vaisseau numéro 9, veine sushépatique. La veine sushépatique, comme toutes les veines, se jette dans une veine cave. On est sous le cœur, ce sera la veine cave inférieure, et veine cave inférieure et supérieure arrive dans l'oreillette droite du cœur. Donc, il faut bien comprendre que le foie, ici, va recevoir du sang qui provient de l'intestin, donc du sang dont la composition va être modifiée après la digestion. Quand les monomères vont être générés par la digestion, passent dans le sang, on appelle ça l'absorption digestive. Quand ces monomères passent dans le sang, ils vont directement au foie par cette veine porte hépatique. Donc on va comparer la glycémie dans ce vaisseau numéro 6 et ce vaisseau numéro 9, avant et après le foie. On a des mesures qui sont faites après un repas riche en glucides et après un jeûne. J'ai résumé ceci. Alors, si on regarde d'abord, après un repas riche en glucides, le vaisseau 6 ici affiche une glycémie de 2,5 g par litre et 1 g par litre dans le vaisseau 9. Après un jeûne, donc très éloigné, un jeûne c'est 10 heures après un repas, à peu près, ou 12 heures. Donc le matin, très tôt quand vous vous réveillez. Vous êtes loin de votre repas du soir. La glycémie dans le vaisseau numéro 6, elle est de 0,8. Par contre, dans le vaisseau numéro 9, elle est de 1 g par litre. On peut déjà dire que dans le vaisseau numéro 9, elle est toujours à 1 g par litre. Donc là, il y a un mécanisme qui fait que la glycémie est régulée pour qu'elle soit
quasiment tout le temps à 1 gramme par litre. Et c'est la valeur physiologique de la glycémie, 1 gramme par litre. Et une régulation de ce facteur, c'est un mécanisme d'homéostasie pour maintenir le milieu intérieur, les paramètres du milieu intérieur les plus constants possibles. Donc, le but de ces mécanismes qu'on va maintenant détailler, c'est de rendre une glycémie à 1 gramme par litre, que ce soit après un repas riche en glucides ou après un jeûne, après passage du foie. Donc, j'insiste bien. Alors, si on rentre un peu dans le détail, après un repas riche en glucides, dans ce vaisseau ici, numéro 6, donc qui est la veine porte hépatique, la glycémie est de 2,5 g par litre. Elle est à 1 g par litre en sortant du foie dans la veine sus-hépatique. J'ai mis en vert le sens de circulation du sang, ça va bien sur ce schéma, de la droite vers la gauche. Le sang, il y a plus de glucose dans le sang qui arrive au foie que dans le sang qui quitte le foie. On a bien 2,5 ici qui arrive dans le sang et 1 qui quitte le foie. Donc l'excédent, tout ce qu'il y avait en plus de 1 g par litre, est rentré dans le foie. Le foie capte le glucose sanguin et le stocke. Donc première chose essentielle à retenir, après un repas riche en glucides, le foie capte le glucose sanguin et le stocke. On va vite voir sous quelle forme de stockage est effectué, de quelle forme est effectué ce stockage, quelle forme moléculaire est effectué le stockage. Donc retenez bien, après un repas riche en glucides, forcément la glycémie est élevée. Vous avez mangé des glucides, ils proviennent de l'absorption intestinale, passage dans le sang au niveau de l'intestin. Glycémie élevée, glycémie normale après le foie. Tout ce qui est supérieur à 1 gramme par litre a été capté par le foie, stocké. Après un jeûne, c'est l'inverse. Après un jeûne, très tôt le matin, vous vous réveillez. Si on dose la glycémie avant le foie, elle est à 0,8 g par litre. Parce que ça fait longtemps que l'intestin ne libère plus dans le sang de glucose. La digestion est terminée depuis très longtemps. Par contre, dans la veine sus-hépatique, numéro 9 ici, la glycémie est de 1 g par litre. Donc là, il y a du glucose qui a été libéré dans le sang. Et si on regarde l'anatomie, ça peut être que le foie qui a libéré du glucose dans le sang. Il y a plus de glucose dans le sang qui quitte le foie que dans le sang qui arrive au foie. Il y en a plus ici, 1 gramme, que dans le sang qui arrive. Il faut bien évidemment bien avoir en tête le sens de circulation pour comprendre quel est le vaisseau sanguin qui amène du sang au foie et quel est le vaisseau sanguin qui récupère après le passage du foie. En tout cas, qui achemine du sang, qui quitte le foie. Si j'en ai plus en quittant le foie qu'en arrivant dans le foie, c'est que le foie a libéré du glucose. Après un jeûne, le foie libère du glucose. Après un repas riche en glucides, le foie capte le glucose sanguin et le stocke. Voilà les deux premières informations extrêmement importantes de ce cours. Alors, un petit mot que je vois sur mon cours ici. Après un repas riche en glucose, on appelle ça, alors après un repas, on appelle ça la phase postprandiale. Postprandiale après un repas. La suite du texte correspond à ce que j'ai dit. Donc après un repas, le foie stocke du glucose. Par contre, suite à un jeûne, le foie certainement a libéré du glucose dans le sang pour faire en sorte que la glycémie soit à 1 g par litre. Oups, excusez-moi. Non, alors, je ne suis jamais très bon là-dedans. Quelle est la forme? Qu'est-ce que l'on peut remarquer? Je vais aller assez vite sur ça, si on dose dans le foie le glycogène, on remarque qu'après une alimentation riche en glucides, le taux de glycogène passe de 78, arrive à 78 alors que avant on était à 55. Donc le taux de glycogène augmente dans le foie après une alimentation riche en glucides. Par contre, après un jeûne, le taux de glycogène passe de 55 à 40, donc diminue. Donc le taux de glycogène va s'adapter. Le glycogène, c'est, notion de première, un polymère de glucose et c'est la molécule de stockage du foie. Donc, on avait dit ici que le foie capte du glucose sanguin et le stocke, la forme de stockage, ce sera le glycogène.
J'ai prévu une petite animation ici. Le glycogène est ici à droite, on est dans le foie, ici on est dans le sang. Lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang pénètre, le glucose, excusez-moi, pénètre dans le foie et s'assemble et forme du glycogène. Regardez l'animation ici. Le glucose va s'assembler au glycogène, ça se passe dans le foie, le glucose provient du sang, et le mécanisme de la formation du glycogène, c'est la glycogénogénèse. On peut dire genèse ou génèse. Donc c'est la synthèse, on le voit ici, de glycogène à partir de glucose. Le glycogène est un polymère de glucose, un assemblage de glucose, entre 5000 et 300 000 molécules de glucose. Et cet assemblage se fait dans le foie. Donc, quand j'ai indiqué que le foie captait du glucose et le stocke, il le stocke sous forme de glycogène. A l'inverse, après un jeûne, le foie libère du glucose. Ce sera le mécanisme inverse. Pour libérer du glucose, il va casser du glycogène et effectuer de la glycogénolyse. Liser, c'est casser. Et on ira du foie vers le sang, de la droite vers la gauche. Le glycogène, comme on l'a vu, je remets l'animation, le glycogène libère du glucose et ce glucose va dans le sang. Ce mécanisme est la glycogénolyse. J'ai résumé ça. J'ai repris et j'ai fait une petite capture et rajouté quelques mécanismes. Quand on fabrique du glycogène dans le foie à partir du glucose sanguin, c'est de la glycogénogénèse. Les molécules de glucose s'assemblent et forment du glycogène. A l'inverse, la glycogénolyse, lyser c'est casser, c'est lorsque l'on libère du glucose à partir du glycogène. Le glycogène est hydrolysé, cassé, et libère du glucose. Le glycogène est dans le foie, le glucose va dans le sang. Une compilation de tout ça. Après un repas riche en glucides, le foie capte le glucose sanguin, le stocke sous forme de glycogène. C'est de la glycogénogénèse. Le glucose qui est dans le sang va dans le foie, mais n'est pas sous forme de glucose, c'est-à-dire qu'il s'assemble à une molécule qui est déjà formée. Voilà pourquoi la masse de glycogène augmentait. La masse de glycogène, ici, elle augmente après une alimentation riche en glucides. Elle passe de 55 grammes par kilo de foie à 78 grammes, parce que se déroule ce mécanisme ici de formation du glycogène. Après un jeûne, c'est l'inverse. Le foie libère du glucose dans le sang à partir du glycogène, en cassant le glycogène, en l'hydrolysant, c'est de la glycogénolyse, il y a libération de glucose. On a vu que le foie, après un jeûne, libérait du glucose, c'est par glycogénolyse. Du coup, la teneur de glycogène diminue, on passe de 55 à 40, puisqu'on puise dans le glycogène pour libérer du glucose sanguin. Donc le résumé, après un repas riche en glucides, la quantité de glycogène augmente dans le foie car le glucose étant en excès. Le foie stocke le glucose et le transforme en glycogène, c'est la glycogénogénèse. Après un jeûne, au contraire, c'est le mécanisme totalement inversé. La quantité de glycogène diminue dans le foie. Le foie hydrolyse le glycogène en glucose et le glucose est libéré dans le sang. Et ce mécanisme s'appelle la glycogénolyse. Voilà ce que fait le foie pour réguler la glycémie. Mais le foie tout seul, ça n'existe pas. Le foie, on l'a vu, soit il stocke ou il libère du glucose. Mais il va recevoir, selon la situation, une information qui va lui dire tu stockes du glucose ou tu libères du glucose. On sait que c'est lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang qu'il va recevoir entre guillemets l'ordre tu stockes, tu captes le glucose, tu le fais rentrer, tu le stockes. Au contraire, au matin, au petit matin, lors d'un jeûne, il va recevoir une information lui disant libère du glucose, il faut réaugmenter le taux de glucose dans le sang, il n'y en a pas assez. Et c'est très important que la glycémie soit un gramme par litre parce qu'il y a des cellules qui souffrent beaucoup du manque
de glucose, notamment les neurones. Et bien c'est le pancréas qui va lui donner cette information-là. Ce ne sera pas une information nerveuse, mais ce sera une information hormonale. Le pancréas va sécréter des hormones, l'insuline et le glucagon, deux hormones, qui indiquent au foie soit de stocker ou de libérer du glucose. Donc le pancréas sécrète des hormones qui se fixent sur le foie. Là on verra, c'est un peu plus complexe pour l'insuline parce qu'il y a d'autres organes qui vont fixer l'insuline. Mais le glucagon ne se fixera que sur le foie. Mais ça va permettre en tout cas au foie d'avoir l'information comme quoi il doit ou stocker ou libérer du glucose. Soit il fabrique du glycogène quand il stocke, soit il casse le glycogène et libère du glucose. Et c'est le pancréas qui va sécréter des hormones dans le sang. Donc c'est pas par ce là c'est tout ce qui est en vert, ce sont les voies biliaires. Donc c'est pas du tout par là que les hormones vont agir. Les hormones elles sont libérées dans le sang et le sang va distribuer les hormones partout dans l'organisme et va se fixer ces hormones sur des récepteurs spécifiques. Il y en a notamment sur le foie. Et le foie possède des récepteurs à l'insuline et au glucagon. Si on prend notre cours, le pancréas, quand on fait des expériences d'ablation de pancréas et de greffe, quand on fait une greffe d'un pancréas dans un endroit très différent de son endroit d'origine, on met en place une connexion sanguine. Et si le trouble généré est rétabli, cela veut dire qu'il y a des hormones de produites. Alors on voit que le pancréas également, lorsqu'il est enlevé, après ablation du pancréas, il y a des troubles digestifs. Ça, c'est dû à une autre fonction du pancréas que l'on voit ici de rejeter des sucs digestifs dans le duodénum. Mais ça n'a rien à voir avec la régulation de la glycémie. Lorsque le pancréas sécrète du suc digestif dans le duodénum, c'est une fonction exocrine, puisque la lumière du duodénum, c'est le milieu extérieur de l'organisme. C'est en communication avec l'extérieur. Si je remonte le duodénum, j'arriverai à l'estomac, puis l'œsophage, puis la cavité buccale, puis l'extérieur. Et si je descends, j'arriverai dans l'intestin grêle, puis le côlon, puis le rectum, l'anus, le milieu extérieur. Donc la sécrétion digestive, c'est programme de première dans le milieu extérieur. C'est la fonction exocrine du pancréas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction endocrine. C'est-à-dire que le pancréas rejette des substances dans le sang, pas dans le duodénum, dans le sang. Et on voit que cette fonction, le pancréas peut à nouveau corriger une hyperglycémie qui apparaît à la suite d'une ablation de pancréas. L'ablation de pancréas entraîne une forte hyperglycémie. Mais si on le greffe, l'hyperglycémie disparaît. Et la greffe indique qu'il y a une connexion sanguine. Donc le pancréas, a sécrété des molécules dans le sang et ça a corrigé le trouble. Quand on sécrète des molécules dans le sang et que ça corrige un trouble, ces molécules sont des hormones. Les substances libérées sont des hormones. Une hormone est une molécule produite par une cellule endocrine. Plusieurs cellules endocrines forment une glande. Une cellule endocrine rejette sa sécrétion dans le milieu intérieur. On a vu ce qu'était le milieu intérieur. Donc là, on va faire une grande généralisation en disant le sang, mais c'est un peu plus complexe. C'est le sang, lymphe interstitielle, lymphe canalisée. Elle est sécrétée en petite quantité suite à une stimulation. Une hormone agit à distance sur des cellules cibles. Une hormone, elle n'agit pas sur l'organe, ça peut arriver, hein, mais globalement, l'hormone, son lieu d'action n'est pas le lieu de production. Il y a des hormones, beaucoup d'hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse dans le cerveau et qui agissent sur d'autres organes. L'hormone qui déclenche l'accouchement, la contraction des muscles lisses, c'est l'ocytocine. Elle est produite dans le cerveau. Donc c'est une hormone du cerveau qui permet les contractions de l'utérus pour l'accouchement. Là, le chemin est un petit peu plus court parce que c'est un dialogue pancréas-foie. Une hormone, elle se fixe sur des récepteurs spécifiques, c'est-à-dire qui reconnaissent. C'est la clé et la serrure. Il y a des clés qui rentrent dans certaines serrures, mais qui n'arrivent pas à fermer la serrure. Donc il n'y a pas de complémentarité parfaite. La bonne clé et la bonne serrure, si on a les deux ensemble, il y a fermeture-ouverture de la serrure. Et lorsque l'hormone se fixe sur les cellules cibles, ça modifie l'activité de la cellule qui reçoit l'hormone. Donc le pancréas, c'est une partie exocrine qui a une fonction digestive, c'est pas notre sujet. Et il a une fonction endocrine. Une glande, il n'y en a pas beaucoup dans l'organisme, qui est et endocrine
et exocrine, elle est mixte ou amphicrine. Il n'y a que le pancréas, les ovaires et les testicules qui ont ces deux fonctions. Nous, on va s'intéresser à la partie endocrine. On terminera sur ça. Je vous donnerai le rôle, je vais un peu avancer sur le cours, sur la vidéo suivante. La partie endocrine. Elle est constituée de cellules qui sont regroupées, amassées dans ce qu'on appelle des îlots de Langerhans. Oula. Îlots de Langerhans. Ce sont des amas de cellules, c'est une très faible partie du pancréas, c'est 1% de la masse du pancréas. Mais c'est la partie qui intervient dans la régulation de la glycémie. Donc, quand je fais un zoom sur le pancréas, je prends cette partie-là, qu'est-ce que j'observe? Des amas cellulaires, les îlots de Langerhans, et toute la fonction qui produit le suc digestif. Ça, c'est pas notre partie pour la régulation de la glycémie. Et les sucs digestifs seront rejetés dans des canaux. Et le canal se jettera dans le duodénum ici. Le canal pancréatique, on appelle canal de Wirsung. Et ça, tout ce qui est violet, ça ne nous concerne pas pour la régulation de la glycémie. Ça ne produit pas d'hormones, cette partie-là. Ce qui produit les hormones, ce sont les îlots de Langerhans. C'est très peu dans le pancréas, mais c'est la partie qui produit les hormones. Et il y a deux hormones, le glucagon et l'insuline. Ça va revenir vers ici. Non, ça reviendra pas vers. Ah oui, je me rappelle pourquoi. Bon, c'est pas grave, je vais pas rester sur ça. Le glucagon est sécrété par les cellules qui sont en périphérie ici, les cellules alpha. Et les cellules centrales des îlots de Langerhans, en jaune, ce sont les cellules bêta, et ce sont elles qui sécrètent l'insuline. Donc deux hormones, insuline, glucagon, sécrétées par les îlots de Langerhans, réparties en cellules alpha en périphérie, cellules bêta au centre, des capillaires sanguins, parce que les hormones sont rejetées dans le sang. Donc retenez bien ça. Le foie, il stocke du glucose, soit il libère du glucose, et il reçoit un message, soit de l'insuline, soit du glucagon. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer, ce qu'on a vu d'ailleurs en cours, qu'est-ce qui se passe après un repas, donc la glycémie postprandiale, qu'est-ce qui se passe après un jeûne, quel type d'hormones. Mais pour une meilleure compréhension, je vais quand même donner le rôle des hormones, un peu en anticipation, mais ça permet de bien fixer les choses. Après un repas riche en glucides, c'est l'insuline qui est sécrétée. Donc après un repas riche en glucides, la glycémie augmente. Vous êtes en hyperglycémie, puisque c'est un repas riche en glucides. Donc c'est à ce niveau-là que ça se situe. Au niveau de l'intestin, les sucres passent dans le sang. Le glucose passe dans le sang, la glycémie augmente. Donc hyperglycémie. Le pancréas sécrète l'insuline. L'insuline, elle va faire pénétrer le glucose dans les hépatocytes, c'est-à-dire les cellules du foie. On a vu que le foie captait le glucose, ben c'est grâce à l'insuline. Mais c'est également observé dans les cellules musculaires et les cellules adipeuses, qui ont des récepteurs spécifiques à l'insuline. Le glucose pénètre dans ces cellules. On avait dit que le foie captait le glucose. Ben, les cellules du foie captent le glucose parce que c'est l'insuline qui se fixe sur son récepteur. Si le glucose sanguin est prélevé, la glycémie baisse. Donc l'insuline fait baisser la glycémie, on dit qu'elle est hypoglycémiante. Je reprends. Après un repas riche en glucides, on sait que le foie capte le glucose. Il n'y a pas que. Comment il fait? Quel est le message qu'il reçoit? Il reçoit un message par l'insuline du pancréas. Donc après un repas riche, la glycémie augmente. On est en hyperglycémie. Le pancréas sécrète l'insuline. L'insuline se fixe sur des récepteurs que l'on retrouve au niveau du foie, au niveau des muscles, au niveau du tissu adipeux. Donc sur les cellules de ces tissus que j'ai notés ou des organes. Et en se fixant sur le récepteur, le glucose est prélevé, c'est-à-dire rentre à l'intérieur. On sait que, je détaillerai ça dans la prochaine vidéo, dans les hépatocytes et les myocytes, on a de la glycogénogénèse, on en a parlé. Si le glucose qui était dans le sang quitte le sang pour aller dans le foie, ou dans les cellules musculaires, ou dans les cellules adipeuses, il y a moins de glucose dans le sang, puisque le sang va dans ces cellules.
le glucose va dans ces cellules, le glucose quitte le sang, donc j'ai moins de glucose dans le sang, donc ma glycémie baisse. Donc l'insuline fait baisser la glycémie, elle est hypoglycémiante. Au petit matin, c'est tout à fait l'inverse. Vous êtes à jeun, la glycémie, elle a diminué, elle est sous la valeur de 1 g par litre. Vous êtes en hypoglycémie. Dans ces cas-là, le pancréas sécrète la deuxième hormone, le glucagon. Et le glucagon, lui, il va permettre la libération du glucose par le foie. C'est beaucoup plus simple à jeun parce qu'il n'y a que le foie qui permet de libérer du glucose. Les muscles, les cellules adipeuses ne permettent pas de refournir du glucose dans le sang. Seul le foie peut libérer du glucose. Il libère du glucose, on l'avait vu ici, là. Après un jeûne, le foie libère du glucose par glycogénolyse. Et ben, le message, c'est le glucagon du pancréas qui l'effectue en se fixant sur des récepteurs. Le glucose est libéré dans le sang, la glycémie augmente. Donc si la glycémie augmente, le glucagon fait augmenter la glycémie, il est hyperglycémiant. Je reprends une dernière fois rapidement et ce sera fini. On va mettre ces deux. Peut-être que je peux. Non, je peux pas faire ça. Si je dois pouvoir faire ça. Hop, on va mettre ces deux diapos en parallèle. Voilà, on va faire comme ça. Je vais passer de l'une à l'autre. Après un repas riche en glucose, le foie capte le glucose. Le stock se forme de glycogène, glycogénogénèse. Après un repas riche en glucides, la glycémie augmente. C'est l'insuline qui est sécrétée. C'est l'insuline qui permet de faire ça, qui entraîne le fait que le glucose rentre dans les cellules hépatiques. En effet, le glucose pénètre dans les cellules hépatiques, mais aussi les cellules musculaires et aussi les cellules adipeuses. Je développerai ça dans la prochaine vidéo. Si le glucose ici dans le sang rentre dans le foie, j'ai moins de glucose dans le sang. Souvenez-vous de l'animation, le glucose passe de la gauche vers la droite, et j'ai moins de glucose dans le sang, donc ma glycémie baisse. Donc l'insuline est bien une hormone qui fait baisser la glycémie, elle est hypoglycémiante. Après un jeûne, le foie libère du glucose. Alors c'est plus simple, il n'y a que le foie qui fait ça. Donc on va de droite à gauche, le glycogène est cassé par glycogénolyse, ça libère du glucose dans le sang. Ça c'est rendu possible par l'effet du glucagon. Le glucagon, lorsqu'il se fixe sur ses récepteurs, c'est une hormone libérée par les cellules alpha du pancréas. Quand le glucagon se fixe, il entraîne cette réaction-là. Le glucose est libéré dans le sang. C'est seulement les cellules hépatiques, donc la glycémie augmente. Si la glycémie augmente, le glucose est bien hyperglycémiant. Bien, voilà pour cette vidéo. Je vais terminer par ça, ce petit schéma qui montre l'interaction foie et pancréas. Donc, prochaine vidéo, j'explique dans une semaine qu'est-ce qui se passe réellement en termes de molécules après un repas, la phase postprandiale. Mais j'ai déjà quasiment tout dit. Il y aura un peu plus d'explications, mais ça ira vite du coup. Et qu'est-ce qui se passe après un jeûne. Et ça nous amènera à une troisième vidéo qui sera très courte, qui sera c'est un exemple d'homéostasie. Et on pourra élaborer un schéma, c'est ce que j'ai dit en cours, qui illustre ce qu'est un mécanisme d'homéostasie que l'on peut répéter pour plein de paramètres, pour la température corporelle, pour la fréquence cardiaque, que l'on a vu l'année dernière en première. Donc ce sera l'objet de la troisième vidéo. Donc il y a 3 vidéos pour expliquer toute la régulation de la glycémie et le concept d'homéostasie. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.